Parce que le crowd equity en France, en fait, a trouvé son marché, parce que petit à petit, on a quand même de plus en plus d'investisseurs. C'est quelque chose qui est en train de vraiment se démocratiser. On a donné accès à des opportunités quand même incroyables. Tu parlais tout à l'heure d'investir dans des startups. À l'époque, c'était réservé à un monde d'avertis. C'était réservé à un monde d'initiés. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. C'est une bonne manière de commencer cet épisode, je pense. Voilà, je recommence parce que je n'avais pas commencé. C'est une bonne manière de commencer cet épisode avec Mathilde. Normalement, je répète le nom de mes invités avant. Je veux bien qu'on le répète. Tu veux bien qu'on le répète, le nom de ton nom? Je veux bien que tu le dises, parce qu'en général, les gens se trompent. Oui, mais j'enregistre déjà, hein. T'es au courant, ça ou pas? Non, Alors, je vais le dire bien du premier coup, et ça se dit Iclanzan. Exactement. Ouais, voilà. Et voilà. Bravo. Et Mathilde Iclanzan était en train de me dire qu'elle était très jalouse de Jean Todt, que j'ai reçu sur un autre épisode, parce que tous mes jeunes collaborateurs se sont précipités sur lui pour faire des selfies, et pas avec toi. Mais ça fait pas assez longtemps que tu es une star, en fait, Mathilde, je pense. C'est le problème. Il faut un peu de recul. Jean Todt, il a eu 20 ans de Formule 1, presque 30. Bon, voilà, écoute, il va falloir qu'on patiente, toi et moi, avant qu'on nous arrête pour les selfies. Si tu veux bien, ce matin, on va parler de financement participatif. Alors, c'est à la fois un sujet qui me passionne et un sujet que je connais mal, mais enfin, ça peut paraître paradoxal, mais moi, je suis vraiment à fond dans le web depuis toujours, à fond dans le participatif. Ma première startup, c'était la news participative, donc on était vraiment dans, voilà, envoyez-nous des photos, des vidéos, on va les valider, les confirmer, les vendre aux médias, etc. Donc j'ai toujours été très impliqué dans le communautaire, le participatif, les réseaux sociaux. Je trouve ça très innovant et super, et en fait, on avait une forme de financement participatif finalement jusqu'à l'ère pré-Internet qui était la bourse d'une certaine manière. Et puis Internet a quand même fait voler en éclats tout ça parce que alors il y en avait plein d'autres formes finalement. Il y avait je vais dire des conneries mais les réunions Tupperware, il y avait les Mormons et les comment ils s'appellent les Amish, les ventes tu sais à domicile. Il y avait plein de financements divers et variés mais enfin des choses communautaires vraiment en local. Mais là, on a pu vraiment arriver dans des choses complètement dingues. Alors, on a eu évidemment des KissKissBankBank, je cherchais le nom aussi, Kickstarter, Perry-Chain, que j'ai reçu aussi sur mon autre podcast, des choses comme ça. Mais dans la finance, en fait, c'est quand même quelque chose d'assez extra et quelque chose sur lequel vous avez, avec WeSeed, creusé vraiment le sillon en France. Au moins, vous étiez les premiers. Les premiers. Enfin, les deux cofondateurs, donc, sont Thierry Mercol et Nicolas Serres, en effet, ont été les premiers en 2008 à lancer la première plateforme de financement participatif en France pour financer les entreprises. Mais juste pour rebondir sur ce que tu disais, est-ce que tu sais quel a été le premier monument au monde qui a été financé en financement participatif? Non, je réfléchis, j'essaie de trouver un truc un peu... c'est tout un symbole, ouais. C'est la Statue de la Liberté, en 1875, qui a fait appel à du financement public, en fait, à la fois français et américain, pour être financé. Voilà. Donc, en effet, c'est aussi vieux que le monde, et il s'est trouvé qu'à partir de 2007, donc post-crise financière, des subprimes, etc., Nicolas Serres et Thierry Mercol, donc qui travaillaient dans des incubateurs et qui avaient du mal à lever des fonds pour des entreprises, parce qu'on n'était pas encore dans la Startup Nation aujourd'hui, ont lancé ce concept donc de crowdfunding. WeSeed a été créé à la base en étant surtout une plateforme de crowd equity. Alors, c'est un nom... crowd equity étant donc des prises de participation dans des startups, dans des entreprises. Et ensuite, le crowdfunding s'est développé dans l'immobilier à partir de 2013-2015. Voilà. Alors, et là, bon, il y a beaucoup plus de monde. Moi, l'objectif de cet épisode, c'est plutôt de faire une petite rétrospective, dans l'absolu, de comprendre un peu les bases, comment tout ça s'est créé, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Parce que j'ai eu l'impression que ça a toujours été trop beau pour être vrai, tout ce qui était proposé chez WeSeed et ailleurs, hein, et pourtant
en fait, c'était juste trop beau et vrai, quoi. Je veux dire, souvent, hein, c'est vrai. Je fais un peu de promo, je suis sympa. Tu me raconteras un peu tu me raconteras un peu justement, on va parler un peu des endroits où il y a eu des défauts, peut-être des boîtes ou des invests ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça fait une quinzaine d'années qu'on voit plein de projets, 15%, 12%, 8%. Et à chaque fois, on en a parlé ici avec certains de tes confrères, mais tu te dis, waouh, mais alors pourquoi il y a des gens qui investissent à 2% ailleurs, en fait? Et les vrais financiers qui m'entourent, quand je dis les vrais financiers, je pense aux financiers de l'ancien monde, me disent traditionnel, ils te disent non mais il y a forcément un loup quelque part. Puis généralement ils finissent par mettre quand même un doigt dedans, puis deux, puis le bras entier, et puis voilà en fait. T'inquiète pas, ils sont tous inscrits sur la plateforme. mais moi j'en ai converti certains qui sont aujourd'hui beaucoup plus investis que moi. Donc en gros, est-ce que tu peux juste me raconter un peu, tu l'as dit là rapidement, mais moi j'avais le souvenir de WeSeed, c'était vraiment, c'était pas Limo, c'était vraiment les startups avant Limo. Oui, c'était uniquement les startups. Ok. Donc le WeSeed s'est lancé donc uniquement sur ce créneau-là les premières années, mais enfin il s'est lancé sans agrément, en se disant on va aller lever des fonds par la foule, on va mettre en place une plateforme technologique et c'est la réalité, on est propriétaire de notre techno. Et puis à un moment, en 2012-2013, le régulateur a tapé à la porte de WeSeed et leur a dit alors les gars, c'est super ce que vous faites, mais par contre, on va y mettre un cadre. Hein. Donc, et donc WeSeed qui était les pionniers, donc l'AMF et la CPR en fait, la Banque de France. Donc ils ont tapé à la porte. Ils ont vraiment dit c'est super ou ils ont dit on va vous fermer les gars, vous faites n'importe quoi? Non, ils ont essayé de comprendre parce que malgré tout, même aujourd'hui, quand on est en contact avec eux, ils essayent de comprendre. En tout cas, je trouve qu'ils essayent d'évoluer. De toute façon, je vais pas dire le contraire. Des gros cons parce que ça. Non, et puis en plus, je le pense pas parce que réellement, tu vois. Non, mais regarde, ils ont lancé les actifs numériques, ils ont lancé plein de choses. Non, ils sont plutôt en amont. Non, mais en plus, moi, je le redis, épisode après épisode. J'aimerais bien que ce soit AMF ou ACPR recevoir du monde parce que et ça vaudrait vraiment la peine. Ben oui, et je pense que c'est un. En fait, il y a une bonne raison pour laquelle ils sont là, plein de bonnes raisons, et ça vaut le coup de comprendre pourquoi il y a un régulateur et qu'est-ce qu'il apporte et comment il nous protège. Il protège les exactement. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, donc la plateforme ferme en 2013 et là commence un parcours du combattant de la part de nos fondateurs pour trouver les bons interlocuteurs au niveau de Bercy, pour avancer dans les ministères et écrire en fait les textes de loi. Et celle qui va se saisir du sujet à l'époque, donc sous le gouvernement Hollande, va être Fleur Pellerin. Et Fleur Pellerin, à ce moment-là, du coup, prend conscience de l'importance de ces mécanismes en fait de crowdfunding. Et donc, WeSeed contribue à la rédaction de la loi et la loi est votée en 2014. Et depuis, tu as plus de 200 plateformes qui ont émergé en France suite à cette loi pour laquelle donc WeSeed a fortement contribué. Voilà. D'accord, donc vous n'êtes pas juste fait une loi sur mesure pour vous, elle a profité elle a profité à tout le monde. Et de la même manière qu'en 2011-2012, on a un promoteur immobilier toulousain qui vient nous voir et qui nous dit « Tiens, j'ai besoin de financer des fonds propres ». Et à l'époque, Nicolas Serres et... Financer des fonds propres? Alors, financer des fonds propres, c'est quand tu finances un projet de promotion immobilière, la banque te demande d'apporter un certain nombre de fonds propres. Donc c'est comme quand toi tu achètes un appart, on te dit il faut que tu t'en apportes ton apport. Donc voilà, exactement. Très bien. Donc ce promoteur immobilier dit voilà, moi j'ai besoin c'est Limo notamment, c'est Jean-Baptiste que tu as reçu, je crois. Dit moi j'ai besoin de financer mes fonds propres et donc j'ai besoin non seulement de les financer, mais parce que j'ai besoin de financer mon développement et donc on va proposer à la foule, on va proposer aux particuliers de devenir à mes propres clients, de m'accompagner dans ce développement. Et donc là est tentée la première expérience de crowdfunding immobilier sur la plateforme de WeSeed. Et voyant que ça marche, avec des taux qui étaient quand même très attractifs, tu parlais tout à l'heure à l'époque de 10-12%, dans la réalité aujourd'hui, à l'époque, un promoteur immobilier qui avait besoin de fonds propres, en fait, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait chercher un associé. Et avec cet associé, il allait partager sa marge. Donc ça allait lui coûter très cher. Donc quand le crowdfunding est arrivé et a dit, pour 10-15%, on va vous financer et on va avec un coupon annuel, en fait, on va vous apporter ces fonds propres, on va vous permettre de développer votre activité, ils ont dit banco. Voilà. Et alors ça, il y a eu un moment où j'ai eu l'impression que chez vous, peut-être, enfin chez vous, chez d'autres, mais l'IMO, c'était vraiment énorme. Enfin, c'était vraiment là où, en tout cas, parce que quand tu, je reprends ce que je dis, mais quand tu finances une start-up,
tu sais pas du tout où tu vas. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, vous avez dû... Bon, on a des manières quand même de vérifier où on va. Mais oui, mais bien sûr, mais enfin, je veux dire, mais un early stage, tu sais pas si la boîte, tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre. Voilà, et donc, dans les financements participatifs de start-up, tu mets 10-15 000 euros... t'essaies de remettre plein de tickets partout, c'est un vrai pari, et puis t'en as. Et même les plus grands professionnels, même les Andreessen Horowitz, même les du monde entier se foirent beaucoup, mais ils gagnent beaucoup sur certains de leurs projets. Sur l'immobilier, j'ai l'impression que c'est nettement moins risqué, je me trompe? Non, c'est moins risqué parce qu'on a mis en place un certain nombre de contrôles, on fait des audits maintenant qui sont très poussés, on met aussi des sûretés, et puis tout simplement, pourquoi est-ce que c'est moins risqué? Parce que derrière l'immobilier, tu as un actif sous-jacent. Tu as un immeuble, tu as un projet, tu as un terrain, tu as tu as derrière de la commercialisation. Donc, ça repose sur quelque chose de tangible. Quand tu es sur de l'equity, quand tu es sur des entreprises, tout repose sur l'équipe, sur l'innovation, sur sa capacité à aller chercher ses marchés, etc. Donc, bon, même s'il faut pas forcément faire un parallèle, mais en effet, sur l'immobilier, ça reste risqué, parce qu'il y a toujours le risque de tout perdre. Mais par contre, on a aujourd'hui des vraies métriques pour mesurer le risque. Oui. Ok. Et alors, là, tu me dis donc immobilier, investissement en start-up, et depuis, il y a eu plein d'autres choses. Alors, juste pour rester sur l'immobilier, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, à partir donc de 2015, WeSeed a monté une filiale spécialisée en fait dans l'immobilier. On a recruté des experts en immobilier, des analystes, des développeurs spécialisés qui sont sur le terrain et qui vont nous sourcer les dossiers sur l'ensemble du territoire français. Et c'est comme ça qu'on a pu vraiment décoller au niveau de l'immobilier, qui aujourd'hui représente à peu près 75% de notre activité. Ah oui, donc je me trompe pas. En effet, maintenant je vous identifie clairement comme un acteur tout à fait. presque de l'immobilier participatif. Donc, pardon. Parce que le crowd equity en France, en fait, a trouvé son marché, parce que petit à petit, on a quand même de plus en plus d'investisseurs. C'est quelque chose qui est en train de vraiment se démocratiser. On a donné accès à des opportunités quand même incroyables. Tu parlais tout à l'heure d'investir dans des startups. À l'époque, c'était réservé à un monde d'avertis. C'était réservé à un monde d'initiés. N'importe qui pouvait pas investir dans une startup. C'est encore le cas. En fait, aussi, je veux dire, évidemment, vous proposez des choses, mais soyons honnêtes, il y a quand même plein de dossiers qui passent pas par des plateformes. Qui passent pas par des plateformes. Et je le déplore, je vais te dire. Vraiment, je suis sincère là-dedans, parce que de plus en plus, moi, quand j'ai ça m'arrive de rentrer dans ces dossiers, parce que j'ai cette chance de pouvoir investir depuis que je fais la martingale et Génération Do It Yourself dans l'early stage, pas sous le manteau, mais pas loin, tu vois. Et souvent, en tout cas, pas forcément au seed, mais ou au pré-seed, mais voilà, souvent je vais promouvoir et je vais leur dire allez chercher du crowd, parce qu'en fait il y a quand même un effet réseau qui peut être très important. Il y a aussi un effet inverse quand même. Je veux dire, typiquement quand tu as des difficultés. Alors oui, tu peux avoir à les mettre en avant et à t'expliquer. Surtout chez WeSeed, on a des forums de discussion entre les dirigeants et les investisseurs. Donc forcément, sur les forums de discussion, il faut être prêt quand on est dirigeant à répondre à des questions qui parfois agacent, c'est vrai. Ouais. Mais c'est aussi une formidable opportunité pour des dirigeants de faire connaître ses produits, d'aller chercher une communauté. Tu parlais tout à l'heure de communauté, d'aller chercher du réseau. Nous, on a des formidables histoires qui s'écrivent sur la plateforme et surtout en dehors. C'est-à-dire qu'une fois que tu as un investisseur qui a mis 2 000, 5 000, 10 000 euros dans un projet, il va s'investir de manière complètement différente. Et autour du dirigeant, on va se créer une sorte d'équipe en fait qui va lui ouvrir un salon à Singapour, un réseau, un tel contrat, faire rencontrer telle personne. Et en fait, c'est ça la force du crowdfunding aujourd'hui. C'est ça la force pour un dirigeant. Et ça, tu as des exemples de boîtes qui ont fait ça? Je veux dire, moi, je pense que c'est arrivé, mais... Oui, tu vois, on a par exemple une société qui s'appelle Poietis, que l'on a financé une ou deux fois là sur la plateforme, qui fait des tissus cellulaires, la reproduction de tissus cellulaires, et qui a commencé à vendre maintenant ses machines, et donc on passe en essai clinique là prochainement. Ils sont déjà en série B en termes de levée, et ça c'est par la force du réseau, c'est par la force évidemment des dirigeants qui ont été accompagnés, qui ont fait connaître leurs produits. Nous-mêmes ici, on leur a ouvert des portes, on a ouvert des réseaux tout autour. Oui, bien sûr. Et alors là-dessus, ces boîtes-là, vous pouvez les suivre. Donc vous s'appelle WeSeed. Donc Seed, c'est vraiment normalement je reprends, mais souvent dans des levées, on va avoir le Friends and Family, donc vraiment le tout début, peut-être quelques dizaines à quelques centaines de milliers, le Love Money, voilà. Après, tu as le Seed.
alors qui va comme maintenant arriver potentiellement jusqu'à 1 voire 2 millions de temps en temps, voire plus, hein, et ensuite série A, série B, série C, série D, puis introduction en bourse ou revente. Ça vous arrive de suivre, faire seed, série A, série B par exemple? Oui, ça nous arrive. Ça nous arrive de plus en plus. Faut savoir qu'on reçoit plus de 1000 demandes par an quand même de demandes de financement. Tu dis 1000 ou 2000 pardon? 1000, ouais. 1000 okay. demandes à peu près par an. Et tu vois, on n'en sélectionne que 20. Donc on a des critères de sélection qui sont très très pointus. On réalise des dues, on réalise nous-mêmes l'ensemble des documents juridiques, mais ensuite on suit les sociétés. La due diligence, pardon, ce que tu appelles la due, donc vous allez regarder sous le capot de chaque entreprise pour comprendre. C'est aussi ce qui est intéressant pour les investisseurs en crowd, c'est que vous faites ce travail à leur place. Exactement. Et pour comprendre, alors peut-être ça doit être différent. Tu vas m'expliquer aussi quels autres univers vous pouvez impacter, puisqu'il y en a d'autres. Mais pour comprendre votre mode de rémunération, vous, et j'imagine que c'est peut-être de plus en plus le marché qui se rémunère comme ça, j'en sais rien. C'est un frais à l'entrée et un frais en cas ce qu'on appelle un carry interest, un frais en cas de gain, c'est ça? Donc c'est au moment où donc l'entreprise vient nous voir, le dirigeant vient nous voir, c'est un fees en fait qu'on prend en fonction du montant collecté. Donc ça varie entre 8 et 5% à peu près. Donc ça, c'est par rapport au montant levé. Donc si tu lèves 1 million, tu vas prendre 80 000 c'est ça, que tu prends sur non, le alors, million. 50 000, parce qu'un million, ce sera 5%. Ouais, ok, oui. Donc 50 000. Si tu prends 50 000, tu les prends en plus à la personne où c'est prélevé. C'est-à-dire il reste 950 net, c'est ça? Non, on les prend en plus. On fait en sorte que la société te paye, de toutes les façons, aucune société ne part en collecte à partir du moment où elle n'a pas un minimum un certain nombre de mois de trésorerie devant elle. C'est-à-dire qu'on vérifie vraiment sa solvabilité et sa pérennité. Ensuite, on prend des frais fixes en fait annuels sur la durée de la participation. Donc non seulement parce qu'on crée ce qu'on appelle un SPV, donc une holding d'investissement, exactement, dans lequel on regroupe tous les actionnaires, ce qui permet de protéger les dirigeants et qu'ils se retrouvent pas avec une table de capi lunaire, quoi. La table de capi, c'est donc c'est la liste de tous les actionnaires. Ouais. C'est le registre des actionnaires. Donc on les protège et ils n'ont qu'un seul actionnaire qui est ce qu'on appelle une WICAP, c'est une WICID Capital, donc une holding d'investissement. Donc je prends par exemple demain avec, ce serait pas le cas, c'est pas le genre de boîte dans lequel vous allez, mais avec Cosa Vostra, je viens voir WICID, je vous dis je veux lever de l'argent. Tu vas dire tiens cette boîte est bien, tu vas créer WICID Cosa Vostra, donc qui est un WICAP Cosa Vostra, donc un véhicule, donc une société à part, une SAS, donc dans laquelle les investisseurs vont se regrouper. Donc ils ne sont pas directement actionnaires de Cosa Vostra, ils sont actionnaires d'une société qui elle-même est actionnaire de Cosa Vostra. Un actionnaire qui est la WICAP Cosa Vostra. Très bien, avec un représentant de chez vous. Exactement. Alors on essaye de faire en sorte que ce soit parmi la masse des investisseurs, donc parmi la masse des actionnaires, qu'il y ait un président en fait qui représente les autres actionnaires, mais quand on n'en a pas, c'est quelqu'un de chez WICID, en l'occurrence souvent moi. D'accord. Ah oui, donc tu fais beaucoup de conseils d'administration et de choses comme ça. De comités stratégiques, mais j'ai des équipes qui travaillent très bien d'ailleurs. Ok, donc c'est un peu ce que vous gérez en échange. Et alors, 5% et les frais annuels, c'est combien? À peu près 3 000 € qu'on demande en fait aux sociétés. Mais dans ces 3 000 €, non seulement on assiste donc au comité stratégique quand il n'y a pas de président, on leur demande de faire des reportings tous les 3 mois, et ensuite on va gérer la sortie. Donc c'est ce que tu disais. De toute façon, en amont, on négocie la valorisation d'entrée, on négocie les packs d'actionnaires, les LOI, donc toutes les clauses, tu vois, les clauses de ratchet, anti-dilution, les sorties, etc. On gère toute la participation sur la durée de vie, et puis ensuite on va les négocier la sortie. Est-ce que quand je suis, parce que là on va sortir après de juste cet univers de ce qu'on appelle du private equity, d'investissement dans des startups, mais est-ce que vous expliquez tout ça à votre crowd, à vos actionnaires? Ce que je veux dire, c'est que tu vois, typiquement, Ratchet, les actions de préférence, tout ce charabia juridique d'investissement, quand vous le négociez, c'est quelque chose qui est fait dans votre coin, c'est expliqué, vous faites un peu de vulgarisation? Dans les bons de souscription et dans les documents qu'on met à disposition des investisseurs, ils ont un certain nombre d'éléments, bien évidemment, tout ce qui concerne la due, et puis ensuite toutes les conditions d'entrée que l'on va négocier. Donc ça, ils les connaissent et ils les signent de toutes les manières. Il y a un bon de souscription et ils connaissent les principales conditions.
Voilà. Et je rebondis sur ce que tu disais. Donc, à la fin, en effet, on se rémunère 10% du carry, 10% de la plus-value. Donc, le carried, c'est donc, on l'a vu, je l'avais fait un super épisode avec Jean-David Chamboredon de Isaïe sur Génération Do It Yourself, qui m'explique vraiment tout dans le détail, un peu ce charabia dont je parle un peu. Et le carried, donc, généralement, c'est si tu fais une plus-value, donc tu investis 1 000 €, si jamais tu récupères 1 500, et ben toi tu vas prendre 10% des 500 en plus. Donc tu vas prendre 50, et donc moi je vais avoir 1 450 net. Alors après il y a des impôts, des choses comme ça, et potentiellement il y a un hurdle pour rappel. Alors peut-être pas chez vous, mais le hurdle c'est dire si jamais je fais moins de 10% ou 20% de plus-value, et ben ils prennent, il y a pas de carried quoi. Donc voilà. Ah oui, de toute façon s'il y a pas de plus-value ou si elle est vraiment trop faible, il y a pas de carried. Ouais. Est-ce que tu connais d'où vient le mot carried? Je l'ai déjà dit ici, mais je suis très fier de le savoir, ça. Non. Hein? Non? Dis-moi. Eh ben, le carried vient de... ça devait être les Espagnols ou les Hollandais, quand ils partaient avec leur bateau faire le tour du monde, et qui revenaient avec des épices, eh bien, le capitaine avait son carried qui était de 20% généralement. D'accord. Donc aujourd'hui quand même le market practice, si vous êtes à 10, c'est pas beaucoup parce que c'est souvent 20. Alors souvent il y a un hurdle aussi, donc c'est peut-être pour ça aussi. On a été à 20 pendant longtemps et puis c'est vrai que maintenant on est plutôt à 10. Ouais. Et mais voilà, donc c'est vraiment un truc qui date quand même d'il y a quelques centaines d'années, tu vois. Voilà. Donc très bien. Vous êtes 200. Alors aujourd'hui, tu me dis 200. Enfin, il y a eu 200 personnes. Il y a eu 200 plateformes à peu près. Tout à fait. Mais plus, moins. Il y en a moins de 10 qui aujourd'hui ont vraiment des montants, lèvent vraiment des montants significatifs. Et aujourd'hui, toi, tu es présidente vice-présidente de l'association qui gère toutes les finances participatives en France, qui s'appelle FPF. Auprès de Damien Garmont-Pré, qui est le président de Lemonway. Qui elle-même est adhérente à, j'imagine, le France FinTech. Ok, très bien. Toutes ces fédérations, et voilà, vous avez vite venir. Oui, mais qui sont absolument nécessaires, parce qu'on est quand même dans un monde qui est très régulé, et il faut absolument qu'on ait, au-delà de l'autorité de contrôle, même c'est même le régulateur en fait, qui nous demande de nous regrouper en association de manière à parler d'une seule voix et d'avoir un seul interlocuteur. Donc aujourd'hui, il y a des enjeux encore sur le crowdfunding, on en parlera sûrement, mais il y a de nombreux enjeux. Oui. Alors, qu'est-ce que ça regroupe? Aujourd'hui, maintenant qu'on a compris un peu toutes ces bases, finalement, l'immobilier, on finance l'apport. Je voudrais quand même revenir là-dessus et les risques qu'il y a là-dedans ou pas, ou peu. Le private equity et les startups, on finance un bout d'investissement. Généralement, il y a des gens qui viennent avec vous, des fonds ou d'autres gens. Oui, en général, on est en pari passu ou, comme tu disais tout à l'heure, en seed ou en amorçage, on va être leader en fait sur le deal. Et ensuite, ça nous arrive de plus en plus d'accompagner les entreprises. Et là, pour le coup, on est plus en pari passu et on boucle les deals, quoi. Voilà. Ok. Et après, je vois sur votre site, mais ailleurs il y en a plein, il y a du secondaire potentiellement sur votre site. Je vois de la transition énergétique, santé, alimentation, immobilier. Oui. Alors soit vous allez dans des univers, c'est peut-être là des startups, soit vous allez dans de l'IMO, là c'est très clair. Il y a après ça c'est un parti pris chez Wissine, que d'offrir en fait l'opportunité à des investisseurs de se constituer un portefeuille diversifié. Aujourd'hui, le crowdfunding, comment est-ce qu'il a évolué? Donc depuis 2015, tu as de nombreuses plateformes qui ont émergé, et parmi ces plateformes, la majorité sont devenues ce qu'on appelle des pure players. Donc tu as reçu notamment par exemple Enerfip. Enerfip c'est spécialisé dans la transition énergétique. Quand tu vois après Nexago, Mintic, Club Funding, etc., ils sont allés plutôt uniquement vers de l'immobilier. Le parti pris de Wissine, c'est de proposer des portefeuilles complètement diversifiés et en partant de la conviction qu'un investisseur ne va pas uniquement investir dans l'immobilier ou uniquement dans le private equity. Et donc, va venir chercher chez Wissine justement une panoplie assez large de produits financiers, de maturités différentes, de risques différents, dans des secteurs différents et pour des leviers de motivation différents en fait d'investissement. Je pense qu'on n'est pas tous monogames. On n'est pas tous à investir que dans l'immobilier ou que dans la santé ou que dans la transition. En fait, justement, c'est chouette d'avoir une plateforme comme la nôtre sur laquelle tu peux diversifier complètement ton portefeuille. Et alors, l'étendue des opportunités aujourd'hui, est-ce que tu la vois? Tu peux me l'expliquer un petit peu? Est-ce que je te parlais par exemple de secondaire? Nous, on a travaillé un peu là-dessus l'année dernière. On a fait une ou deux opérations avec Fair-Shares sur donc de la vente d'actions d'employés de licorne
On a vu comme aussi... Market. Alors on avait lancé aussi notre plateforme là-dessus. On a aussi vu les difficultés, tu vois, de faire ça parce qu'en fait, typiquement, il y a très peu de marché en fait. Il y a peu de marché et puis ce que j'ai vu, c'est que pour une full disclosure là-dessus, les sociétés les plus sexy, en fait, quand tu prends le haut du panier dans les boîtes, tu vois des licornes françaises par exemple, qui ont des employés qui sont là depuis 4, 5, 6 ans, qui vont avoir, je sais pas moi, je parlais d'Andreessen Horowitz, Tencent, des gens avec des poches très très profondes au capital. Quand tu leur dis j'ai des employés qui veulent vendre des actions, ces fonds disent ils ont ce qu'on appelle une clause de rachat préférentiel, hein, et donc ils disent s'il y a des actions à vendre, je les veux. Bah oui. Donc dans les sociétés les plus sexy, t'as pas d'actions à vendre, et dès qu'il y en a en plus, les actionnaires font en sorte que tu les aies pas et te dégagent parce qu'en fait ils veulent pas qu'on les emmerde. Et souvent t'es sur des... Oui, où ils ont pas envie de voir arriver la concurrence non plus. Exactement. Parce que tu as accès du coup à des informations. Exactement. Et donc c'est pas si simple. Ou alors ça arrive que tu les aies parce que tu les payes trop cher. Aussi, c'est pareil, c'est-à-dire que en fait, tu vas avoir certaines boîtes qui sont valorisées sur une levée de fonds à 4 milliards, et puis tu vas pouvoir les toucher. Ou alors tu vas les avoir je parlais tout à l'heure d'actions de préférence, sur des trucs sur lesquels en fait c'est potentiellement encore plus risqué. Et donc du coup, tu vois, dès que tu rentres un peu deep là-dedans pour l'avoir fait l'année dernière, tu te dis en crowd c'est compliqué parce qu'en plus il faut être capable de bien l'expliquer à tout le monde à chaque fois et pas juste de dire tiens regardez j'ai une opportunité, je vous vends 2000 actions de telle licorne, bon c'est un peu cher mais c'est pas grave, on verra. Et en fait derrière tout le monde ça marche pas quoi. Et c'est un vrai enjeu, hein, le second marché aujourd'hui sur le private equity, en tout cas pour les plateformes de crowdfunding et notamment pour WeSeed, offrir de la liquidité à des investisseurs est important. Maintenant je suis d'accord avec toi, la difficulté va être de créer un nouveau marché finalement, hein, parce que forcément qui dit offre dit demande en face. Il va falloir fixer des valos qui sont pas toujours très simples. Et je fais juste un point là-dessus, pardon, très important. Je voulais finir sur ce point, c'est que tu parles d'offrir de la liquidité à des investisseurs. Je vais réexpliquer ce que tu dis dans mes mots. Donc tu vas avoir un fonds qui a investi dans Alan, Conto, Back Market, peu importe, j'en cite plein pour pas que il y a pas je n'ai aucune histoire précise sur aucune de ces boîtes, hein, je prends des boîtes connues. Il a investi il y a 5 ans, puis généralement il doit sortir au bout de 6 ou 7 ou 5, ça dépend des fonds, il y en a c'est 10, il y en a c'est jamais, enfin evergreen, mais souvent ils ont quand même un moment où ils doivent sortir. Ils doivent sortir. Et il y a potentiellement une opportunité. Bon, souvent, il y a plein d'autres fonds qui vont se battre pour l'avoir. Mais encore une fois, je redis ce que je disais tout à l'heure. Quand tu arrives sur potentiellement une plateforme de crowdfunding, tu peux te dire, finalement, il y a un fonds qui va vendre très cher. On va vendre à plein de pimpins qui comprennent pas grand-chose dans le truc. Et on va le vendre trop cher. Et moi, ce truc me fait peur. Je pense qu'il y a une bombe atomique dans ce genre de choses. Parce que, encore une fois, même quand c'est pas des employés qui vendent, juste pour avoir de la liquidité eux-mêmes pour pouvoir avoir chacun se payer un appart ou faire un truc, quand c'est des gros fonds c'est presque encore pire en fait, parce que si elle vient sur un marché de crowd, ça risque de piquer. C'est là qu'est notre responsabilité en tant que WeSeed. On vérifie tout ça. Donc si je suis pas à l'aise avec une valo, si je pense que derrière un investisseur n'y retrouvera pas son compte ni aujourd'hui, ni demain, ni encore moins après-demain, parce que la valo va être trop élevée ou parce qu'il y a trop de risques, on n'y va pas. C'est la force de WeSeed en fait. Pour moi aujourd'hui, c'est notre rigueur de sélection. Et quand je te dis on a 1000 dossiers, on en sélectionne 20 par an, c'est que les 20, on les a vraiment passés au filtre. Tu vois. Et est-ce que tu as alors des données marché ou des données WeSeed ou les deux qui permettent d'avoir soit une performance moyenne, soit le nombre aussi je veux dire, dans des startups, il y en a forcément dans lesquelles vous êtes rentrés ou plein de vos confrères qui sont plantés, puisque ça fait partie du jeu. Bien sûr, ça fait partie du jeu. Nous, ici, aujourd'hui, on a un portefeuille d'environ 200 startups. Depuis, tu vois, 2014, donc la réglementation a émergé. On existe depuis 2008, mais réellement, on a pu commencer à opérer qu'à partir de 2014. Donc, on a à peu près investi dans 200 startups. Sur ces 200 startups, tu en as une vingtaine qui aujourd'hui sont en liquidation, et on sait très bien que
que les investisseurs... Mais 10%, c'est pas beaucoup. Et c'est pas beaucoup, 10%. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand tu regardes la réalité des startups, 60% des startups n'existent plus au bout de 4 ans. Donc, en fait, quand on est nous à 10%, oui, c'est triste pour les 10%, mais on n'est pas mauvais. Voilà. Et on en a une dizaine qui sont sortis dans les 2 dernières années. Alors, tu vois, on a investi en 2015, donc on commence... Sortie positive, qu'on a revendu. Et sur ces 10 sorties-là, on a des TRI moyens entre 8% et 45% annuels pour l'investisseur que l'on a servi. D'accord. Ouais. Donc, on n'est pas mauvais. Honnêtement, on n'est pas mauvais. Et on a des belles sorties qui arrivent, dont je ne peux pas parler, mais on a des très, 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 très belles sorties sur lesquelles les investisseurs vont faire x10, x15 là, dans les prochaines semaines. Et on sera très fiers de l'annoncer. On a aussi des sociétés qui sont parties en IPO. Enfin, on a... Voilà. On a... voilà. Ouais. Après... voilà, ça reste... en tout cas, moi, je connais pas les statistiques des autres plateformes parce que je pense qu'on est quand même... on a 25%, 30% de part de marché. Hein. Le private equity en crowdfunding, aujourd'hui, c'est 100 millions d'euros. Nous, on fait 20-25 millions d'euros par an. C'est tout petit. Je veux dire, 100 millions pour ceux qui nous écoutent, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas beaucoup puisque c'est combien de milliards investis? C'est quelques milliards par trimestre en France, c'est ça. Donc quand tu as 100 millions par an... Par contre, là où j'insiste, c'est tu parles beaucoup des licornes, tu parles beaucoup de toutes ces grosses sociétés, mais il y a vraiment des belles opportunités aussi sur des sociétés qui ne feront peut-être jamais la une des journaux, mais sur lesquels il y aura des taux de rendement incroyables. Tout à fait, et tu as complètement raison. Et plus j'avance, plus je suis convaincu de ça. C'est que, tu vois, j'en parlais avec, c'est un concurrent direct, indirect, j'imagine, Renaud Guilherme avec Side Angels. Tu vois, ouais. Lui, sa thèse, il me dit, moi, je veux que des boîtes en seed. Il va me reprendre, probablement dire que j'ai une connerie, mais c'est plus ou moins, je veux rentrer avec entre 500 000 et 1 million d'euros. De valo? D'invest, de tickets, et je veux avoir 25% de la boîte. Ouais. Voilà. Mais t'en as plein des boîtes comme ça. Et en fait, je lui dis, mais quelle boîte aujourd'hui un peu sexy te file un quart pour quand je vois que tout le monde lève 8 millions pour 4% de son capital, j'exagère évidemment, mais pour il y a plein de boîtes en seed, j'en vois, alors évidemment toujours un peu sexy, ils ont une valo à 30 millions et ils mettent 8 millions et tu dis mais toi tu vas t'investir dans des boîtes pourries? Il me dit bah non, j'investis chez des gens raisonnables en fait. C'est ça. Et en effet, bah il a plutôt une... Mais tu sais, regarde dans la santé aujourd'hui, tu as beaucoup de biotech, medtech, en ce moment c'est compliqué, notamment les introns en bourse aux États-Unis, bon il y a beaucoup de SPAC, mais enfin c'est pas, il y a encore beaucoup de choses qui doivent se développer. T'as de belles opportunités. T'as des entreprises aujourd'hui où tu vas rentrer sur des valos à 2 millions d'euros, et dans 5 ans, dans 10 ans, si elles arrivent sur le marché, si les essais cliniques marchent et si elles ont bien les agréments, etc., elles vont être facilement à 20-30 millions d'euros. Et tu auras saisi la bonne opportunité au bon moment. Et c'est ça notre métier à nous. Et c'est ça qui est passionnant. C'est justement, chez WeSeed peut-être, en tout cas peut-être plus que d'autres, c'est d'avoir accès à des opportunités dont on parle pas. Et de rencontrer des histoires d'entrepreneurs, des histoires de dirigeants. Moi, chaque semaine, j'ai des pitchs de dirigeants, d'équipes, mais avec des projets fantastiques dans la transition énergétique. Le monde est devant nous. Enfin, et c'est des entreprises qu'on voit pas, mais qu'on voit chez WeSeed. Voilà. En parallèle de ça, il y a quelques acteurs. Alors, je vois aussi, est-ce que ce sont des acteurs, des plateformes? Là, je vois, c'est Crowdcube qui sort pas mal de trucs en ce moment, c'est ça, hein? Oui. Ce sont des Français ou je sais même pas, non, je sais pas. Ils viennent des UK. Voilà. Et ils viennent de s'implanter en France. D'accord. Et je vois de plus en plus, alors il me semble que c'est Conto qui a fait un deal chez eux. Il y a eu Brix qui est passé ici aussi il y a quelques temps, qui sont, je le précise, avec Cédric, qui sont 2 de mes sponsors par ailleurs. Mais ça a l'air plus plateformisé, c'est-à-dire qu'eux, ils prennent pas Crowdcube, ils prennent pas vraiment de responsabilité. Tu mets ton truc, si quand même, c'est un concurrent? C'est un concurrent d'Angleterre. Oui, maintenant ils vont arriver en France. Ils auront des très bons deals. Conto est un deal extraordinaire. Après, quelle est la valo d'entrée? Quel est le pourcentage de capital? Quelle est la... J'ai pas suffisamment analysé le dossier pour pouvoir te dire. Typiquement, pour revenir sur ce que tu disais, moi, Conto, j'adore Conto. Hein, je le dis suffisamment j'ai pas besoin de le dire et de le redire. Tout le monde le sait maintenant. J'y suis pas allé parce qu'en fait. Moi, je sais pas combien il y aura de capital, mais aller récupérer 0,01% d'un capital, je sais pas. Oui, non, mais surtout, ça se trouve, tu vas faire, mais dans le private equity, enfin, c'est quasiment de la côte, c'est de la bourse, en fait, presque. Ouais, quasiment. T'es dans des valos qui sont tels que, en fait, tu peux plus faire x10. Tu sais que derrière, tu vas avoir des clauses de sortie forcées et que de toutes les façons, t'auras pas ton mot à dire sur le moment où tu sortiras. Mais je trouve que pour eux, tu vois, et pour vous, c'est un bon message. Quand des licornes et des boîtes comme ça viennent aller se mettre là-dessus, c'est un bon message parce qu'on se dit, il y a
un vrai bonus à faire du crowd, parce qu'ils en ont pas besoin, Conto, en vrai. C'est vrai, ils en ont pas besoin. Donc, non, mais par contre, ils ont peut-être besoin d'aller chercher, et c'est la force du crowd, ils ont besoin de se faire connaître, ils ont besoin d'aller chercher une communauté, des clients. Et donc, c'est au contraire excellent d'avoir été chercher CrowdQ pour faire une levée de fonds. Et toutes ces boîtes-là, même Johan Lopez avec Snowball, sa newsletter, en fait, Finari, là récemment, que des gens que j'ai reçus sur la martingale, ça doit porter chance, c'est bien pour toi. J'ai l'impression que tu lèves de l'argent, tu sais, en ce moment, tu dis salut, je sors et vra, t'es genre 11 secondes pour lever 4 millions d'euros, 28 secondes pour lever 25 millions d'euros, t'as l'impression que c'est là, tu sais, le marché qui est même à la martingale, mais en fait, tu dis, mais c'est complètement dingue, en fait. Et tu vois, Brick, j'ai l'impression qu'il a ouvert une deuxième poche en disant, bon, bah, c'est parti trop vite, tant mieux, tout le monde veut venir. Bon, alors, lui, ce qui est drôle, c'est qu'il a un financement participatif de son immobilier, du coup, il ouvre son capital. Vous avez un financement participatif de capital, vous? Oui. On a 5 WeCap. On a notre communauté, en fait, est propriétaire de WeSeed à hauteur à peu près de 20-25%. Okay. Tout à fait. Et peut-être que ça va faire une inception. Je pourrais être propriétaire du propriétaire de oui. Ça va partir en couille, cette histoire. Il va y avoir... Et puis, ils vont se racheter entre eux. Ok, non mais tu vois, je me dis que, est-ce que, en fait, même Enerfip, tu vois, t'en parlais tout à l'heure, en fait, j'ai l'impression que tous les projets, de toute façon, si t'es pas devant ton écran avec, c'est pareil chez vous, enfin. Oui, c'est pareil. Alors, un peu moins depuis une dizaine de jours là, mais c'est normal, c'est la période présidentielle et toutes les plateformes sont pareilles. Mais oui, aujourd'hui, on ouvre un projet, nous, on est capable de lever jusqu'à 2 millions d'euros en quelques heures. Oui, tout à fait, sans aucune difficulté. J'ai pas une option qui dit sur chaque projet je mets 1000 euros. Oui. Alors c'est en cours de réflexion et de développement, oui, tout à fait. Il faut qu'on est en train de réfléchir à mettre en place des outils d'auto-invest, oui, tout à fait. C'est un des enjeux dans les prochains mois. Second marché, auto-invest. En 2 millisecondes, j'investis. Mais WeSeed est avant tout une techno. Enfin, on est avant tout une fintech en fait. Donc et ça c'est un point important pour nous. Ouais. Ok, donc les rentabilités baisse, en revanche, non, au fur et à mesure, parce que ça devient, vous êtes concurrentiel, je veux dire, non, j'ai l'impression que... Rentabilité pour les plateformes ou sur les projets? Sur les projets, je veux dire, j'ai l'impression qu'on a une tendance à passer de plutôt 12% à plutôt 8% maintenant. Ouais, il y a une plus forte concurrence, c'est vrai. Maintenant, il y a une meilleure maîtrise des risques aussi, avec de plus en plus de sûreté. Faut savoir qu'au tout début, on demandait quand même beaucoup moins de sûreté. Aujourd'hui, on a souvent des hypothèques, on a souvent des GAPD, on demande souvent des cautions personnelles aux dirigeants, etc. Garantie, donc, première demande, GAPD, voilà. Donc ok, Donc on met plus de sûreté, donc quand tu mets plus de sûreté, ben forcément le risque diminue un petit peu, et donc le taux doit s'aligner. Il faut qu'on fasse attention, et ça c'est d'une manière générale pour toute la profession, à ce que le risque-rendement reste cohérent. Et donc plus il y a de risques, plus il faut que les taux soient élevés, et que l'investisseur soit averti de tous les risques. Et puis après, quand il y a le maximum de sûreté, évidemment, quand il y a une hypothèque de premier rang, si tu veux, il y a pas de risque. Mais moi, tu vois, j'ai toujours cette petite lumière rouge qui s'allume quelque part, quand même, comme ces gens qui viennent de la finance traditionnelle, qui pourtant viennent chez vous et le font. Mais je me dis, attends, en fait, tous les trucs de financement, PEL, PEH, tous ces trucs que je fais pas, ils sont à 0,05%, à 2%, à 1%. Ils sont garantis, ok. Mais quand je fais venir des acteurs du financement participatif, t'es la 10e, j'en sais rien, tout le monde me dit non, mais nous, on a eu peu de défauts. Là, tu me dis 10% dans le truc, tu m'as pas dit en equity, ouais. Dans l'immobilier, probablement. Mais il y aura des défauts, voilà. Évidemment. Il y en aura, mais pour l'instant, il y en a pas ou presque pas. Et donc, tu te dis, mais attends, mais pourquoi des gens mettent encore à 2%, en fait, ça n'a aucun intérêt. Et tu vois, je me dis, tout le monde dit les risques sont plus élevés. Ok, ça tout le monde met le statut. Les risques sont plus élevés. Ouais, mais si je regarde le track record, il y a pas eu de défaut, donc ils le sont dans un moment à venir. Il n'y a pas eu de défaut, mais n'oublie pas que ça fait que 5-6 ans que les plateformes existent, donc elles sont en cours de la maturité, elle commence à arriver, l'expertise. Il va y en avoir là. Il va y en avoir. Je veux dire, c'est pas chez WeSeed où toutes les plateformes auront tôt ou tard 1, 2, 3, 4 défauts, mais ça restera marginal par rapport au montant investi ou par rapport au nombre de projets financés. Mais il y en aura, bien évidemment. Tu sais, regarde les chiffres de la Banque de France sur les acteurs de l'immobilier, le financement des acteurs immobiliers, en fait, classique par les banques traditionnelles. Le taux de créance douteuse,
il est de 2,7%, 2,55% pardon, en Europe. Si nous, les plateformes, on arrive au final sur le nombre de milliards qu'on a pu lever depuis des années, si on arrive à 1% de taux défaut, on est super bon. Bah oui, mais donc il n'y a aucune raison que tu me payes 8% si t'es meilleur qu'eux. Tu vois ce que je veux dire? À la limite, tu devrais me payer 3. Et même, tu devrais me payer comme eux. Tu vois? T'es aussi safe. Je veux dire, normalement, moi, en tout cas en face, le truc légitime dans ma tête, c'est de me dire... pourquoi il me file 8%? C'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus risqué. Là, tu me dis, ben, si on arrive à 1, enfin, tu vois? Oui, globalement, sur toute la profession. Si un jour on arrive à 1% de taux de défaut, ce sera pas grave. Enfin, c'est pas grave. En fait. Après, non, ça reste du risque. Sur un projet immobilier, moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est pas tellement un risque de crédit, par contre, un risque de liquidité. Alors, je sais que c'est un mot un peu barbare, mais en gros, quand on lance un projet immobilier aujourd'hui, sur des plateformes, quelles qu'elles soient, on a une durée prévisionnelle de travaux. Et tout le monde le sait, même toi en tant qu'acheteur, en tant qu'individu en fait qui a envie de t'acheter un appartement ou faire construire une maison, tu vas peut-être essuyer des retards de travaux, des retards de ton notaire va pas être dispo quand tu voudras, etc. Donc tu as une durée qui est approximative. Tu vois. Pour un promoteur immobilier ou pour un marchand de biens, il a des aléas. Ces aléas, c'est la commercialisation. Est-ce qu'il va arriver à écouler son stock? Est-ce que ses travaux, est-ce que les matériaux vont être bien livrés? Un virus inattendu, un truc, des gilets jaunes. Moi, ça arrive jamais. Ça. Et tu vois, donc quand on a un dossier qui nous arrive, on va mettre à peu près 18-24 mois de durée. Bon. Dans les faits, il se peut qu'un jour, ils se prennent 6 mois de plus ou 12 mois de plus. Et c'est ça le risque. Le risque, c'est que ton argent ne sera pas disponible quand tu le voudras. Je veux dire, alors je dois être très très intelligent, ça doit être ça, mon secret. Je m'en doute. Merci. Mais je me dis, à ce moment-là, je vais emprunter 4 millions, mais 1 milliard à la Société Générale et à la BNP. Je vais leur dire, moi je vais tout investir chez WeSeed, Anaxago, Enerfip, etc. Vous me prêtez ça à 2% et puis je fais 8 en face. Et puis voilà. Enfin, tu vois. C'est toi qui l'as dit. Hein. Moi, je pourrais jamais prôner ce genre de montage. Évidemment, ce qu'on appelle un effet levier finalement, qui marche très bien sur les SCI notamment, mais en tout cas sur le crowdfunding immobilier. Moi, je dois appeler. Enfin, mon rôle à moi en tant que dirigeante de plateforme, c'est plutôt d'appeler à la prudence. C'est-à-dire que quand tu fais un emprunt comme ça, 1% ou 2% pour aller faire du crowdfunding, faut être sûr quand même que, voilà, en termes de liquidité, tu seras pas forcément remboursé quand tu le voudras. Donc, tes échéances colleront pas forcément avec ton emprunt. Donc voilà, et puis après il faut rembourser tous les mois. Nous, par exemple, la majorité de nos fonds levés, ils sont en remboursement in fine, donc ça colle pas forcément avec ce qu'on va te demander de rembourser. Ça veut dire à la fin, donc c'est-à-dire que si moi tous les trimestres ou tous les mois on me demande de rembourser un bout de mon emprunt, il faut que tu sois sûr que tu mon puisses milliard, le faire. C'est compliqué. Et ça, moi je pourrais pas te vendre un crédit pour le faire. Oh, allez. Voilà. Non, mais en revanche, il y en a certains sur le crowdfunding immobilier, c'est in fine aussi. C'est que les obligations. Vous faites c'est pas que de l'obligation simple. Mais il n'y en a pas des remboursements trimestriels? Il y a certaines plateformes qui font du mensuel, du coupon mensuel ou du coupon trimestriel. Nous, chez WeSeed, pour l'instant, on fait surtout de l'in fine. Ça ne veut pas dire que le marché ne va pas évoluer. Et ça, c'est plutôt pour servir en fait des clientèles. Et ça, ça fait partie des sujets sur l'évolution du crowdfunding. Où tu as de plus en plus de CGP en fait les plateformes font appel à des conseillers de gestion de patrimoine qui eux ont besoin de servir des coupons réguliers en fait à leurs propres clients, et donc ce sont des modèles qui sont essentiellement développés pour des professionnels en fait intermédiaires. Voilà. D'accord. Et là-dessus, vous les rémunérez, ces professionnels intermédiaires? Oui, les plateformes, on les rémunère, on leur donne une commission d'intermédiation. Donc pas en plus sur les choses que tu m'as dit tout à l'heure. Donc par exemple, si c'est du private equity, ce sera sur tes... Alors sur du private equity, nous, un intermédiaire, on va le rémunérer 1% à peu près. Et sur des CGP, par contre, on va être entre 1,5 et 2% à peu près. Des montants qu'ils nous apportent en fonds. Voilà, mais qui sont prélevés, pas en plus, qui sont prélevés sur votre commission que tu as exprimée tout à l'heure. Oui. Et sur le reste, tout est toujours très clair. Je veux dire, par exemple, sur l'immobilier, les apports, les fonds propres, vous prenez combien? Quand je finance un projet immobilier sur WeSeed, par exemple. C'est pareil. C'est à peu près entre 4 et 5%, 5-6%. Voilà, à peu près, en fonction des montants levés, en fonction des délais dans lesquels il y en a besoin, et puis en fonction de la complexité, en fait, des montages, est-ce qu'on a besoin de faire appel à des notaires, etc. Ouais. Entre 5 et 6%. Donc ça, c'est ce qu'on
prend auprès de l'opérateur immobilier. En fait, tout ça semble... Il y a des moments quand tu te dis c'est complètement ubuesque parce que finalement, là, je reprends le truc, le levier, donc l'apport, vous financez l'apport. Donc, je veux faire un projet immobilier à 10 millions, la banque me dit, il faut que tu apportes 2 millions. C'est ça. OK. Moi, j'ai pas les 2 millions, donc je vais aller voir WeSeed. Alors moi, je vais te dire, sur tes 2 millions, je vais te financer que 80%. Okay. Et tu vas quand même apporter 400 000 euros dedans. Donc, tu me fais un levier, parce que, en gros, donc je vais payer une commission, je vais payer des taux d'intérêt beaucoup plus importants chez vous. Mais sur une petite mais sur une toute petite, que les 20%, ou enfin même les 80% des 20%, exactement. Voilà. Et puis sur le reste, je vais emprunter à 1%, ou voilà, grâce à la banque. Mais qui aura une GFA, qui aura des garanties. Tout à fait. Non, mais je reviens sur ce truc, si jamais moi je fais un effet de levier inversé, comme je le disais tout à l'heure, pour emprunter au niveau de la banque pour prêter à WeSeed, en fait tu dis mais la banque au milieu elle se fait squeezer. Enfin bon, ils savent très bien ne pas se faire squeezer généralement à grande échelle. Oui, on intervient en complément, on n'est pas en concurrence avec eux. Enfin, ils le savent très bien et on est des métiers complètement différents. Nous on vend du risque, eux ne vendent pas du risque. Donc, voilà. Je vais pas plaindre les banquiers traditionnels. Non. Ils s'en sortent bien depuis la crise. Très bien. Je te vois regarder sur ton papier. J'ai oublié d'aborder certaines choses ou pas très importantes dans notre préparation. Non. Moi, en fait, plus j'y vais, en effet, plus je regarde ça, plus je me dis que je vois peu, que ce soit chez vous, de raisons finalement de pas faire ce genre de choses. Même je te dis, à la limite, il faudrait emprunter pour le faire. Il y a tes histoires de liquidité qui sont très importantes. Manque de visibilité, c'est probablement le mauvais côté, c'est que tu sais pas exactement. Et ça faut bien le savoir. C'est pas comme un livret A, parce que je compare ça. Un livret A, tu rentres, tu sors, tu remets, voilà. Il y a donc potentiellement un moment où on va voir un peu vraiment les performances là maintenant, à partir de maintenant. Donc on était un peu dans une sorte de défrichage. Là, on arrive à maturité, tout simplement. Exactement. Donc ça va être intéressant. Mais il n'y a pas d'inquiétude particulière. On sait professionnaliser, on a embauché des experts et on sait analyser des dossiers aujourd'hui. Et il y a pour moi une problématique. Alors, cette problématique d'être, en fait, moi qui n'ai pas beaucoup de temps, tu vois, là, j'enregistre avec toi depuis 1 heure, puis j'enregistre un peu tous les jours comme ça. Bon, je peux pas être sur mon ordi. Donc, tu m'as dit que vous allez régler ça prochainement en disant des auto-allocations, mais voilà. Et finalement, c'est là où si tu reviens sur ces fonds qui sont intéressants. Alors, je crois que vous peut-être, en tout cas, un certain nombre commencent à faire ça, qui est de dire, ok, tant qu'à faire, vous faites de l'IMO, vous faites du private equity, vous faites des machins. Tiens, je te donne 2 000 euros par mois, et puis gère-les, quoi, tu vois. Alors ça, c'est un vrai sujet. Mais par contre, nous, on a trouvé une solution un peu intermédiaire pour mais dans tous tes projets, c'est ce que je voulais dire quand je dis gère-les. Alors, on a ouvert en fait des club deals. Ça aussi, ça fait partie, tu vois. C'était le dernier truc sur lequel je voulais venir. Ouais, on a ouvert des club deals. Donc, tu as aujourd'hui, le crowdfunding, ça a été quoi? Ça a été donner accès en fait à des produits qui avant n'étaient réservés qu'à des professionnels ou à des initiés. Donc, par exemple, les fonds propres des promoteurs immobiliers. Les club deals aujourd'hui, alors on les choisit en fait par thème. Sur l'immobilier, en fait, on propose des investissements à partir de 10 000 euros. Et en effet, on va derrière diversifier complètement et investir dans différents projets. Quel est le club deal? Quelle est la différence, entre le crowd? C'est que tu vas sur plusieurs projets en même temps. Exactement. D'un coup. Donc on va monter une SAS. Tu vas me confier en fait un certain montant. Tu vas devenir obligataire de cette SAS, qui elle-même va devenir obligataire de tous les projets immobiliers dans lesquels qu'on va sélectionner. Tu vas rester maître de ton investissement. On va t'envoyer un mail en te disant est-ce que tu es d'accord? Voilà tel projet. Tu auras 48 heures pour me répondre. Et comme ça, tu n'as pas besoin d'être connecté devant la plateforme pour investir. Donc c'est une bonne manière de diversifier et surtout de gagner du temps. Voilà. Et ensuite, sur le private equity, on est parti du constat qu'en fait, en s'associant avec des pôles de compétitivité, que ce soit par exemple Semia en Grand Est, tu veux, sur la santé, ou sur les pôles des deux mers, par exemple sur l'Atlantique et la mer Méditerranée, on va aller sur des thématiques de la mer, sur les thématiques de start-up en fait, sur tout ce qui est les territoires marins, etc. Et on va s'allier avec des experts dans ce domaine-là qui vont nous aider à sourcer, à sélectionner et surtout à accompagner les start-up. Voilà. Et donc tu vas mettre un montant en fait dans un club deal, et ce club deal va investir ensuite dans des startups que nous aurons sélectionnées et que nous aurons suivies.
Ce que j'avais aimé, vous faites des trucs avec des partenaires. Ce que j'avais aimé avec Léo Le Mordant sur Enerfip, c'était ce côté un peu, en fait, t'investis aux côtés d'Engie ou de Total ou machin. En fait, ils font ça. J'exagère aussi un peu, mais juste pour dire bon, on fait participer, on fait croquer les locaux pour s'acheter la paix. J'exagère toujours un peu, mais dans les grandes lignes, c'est un peu ça. C'est surtout pour avoir des prix bonifiés, oui. De rachat d'énergie. Oui, c'est surtout pour ça. Mais c'est ce qu'on appelle le creux. En fait, tu te dis, il y a zéro risque presque sur ces trucs-là, parce que de toute façon, au pire, enfin, Total ou Engie, ils veulent pas décevoir les investisseurs. Donc en fait, tu prends 8% à zéro risque. Non, alors tu prends pas 8%. T'es plutôt sur les ENR, t'es plutôt autour de 5%. Ouais, ok. Bon, ça vaut mais c'est déjà, mais bon, le coup d'investir, d'emprunter 1 milliard. Et bon, le problème, c'est que c'est tout souscrit alors pareil, en 4 secondes à chaque fois. Je suis pas le seul à avoir compris ce truc-là. Vous faites des choses comme ça avec des institutionnels ou Oui, aujourd'hui, on a de plus en plus de gros fonds, notamment en transition énergétique, qui nous accompagnent sur des deals ou qui viennent nous chercher pour qu'on aille avec eux. Pour faire du nucléaire, de l'éolien offshore. Alors, du nucléaire, pas encore. Ça risque parce que là, pour le coup, j'ai vraiment besoin de ton milliard. C'est possible. Ouais. Mais il y avoir des microcentrales, j'ai entendu ça. Oui, c'est vrai. Mais enfin, ça risque de se chiffrer quand même rapidement sur des gros montants. Non, mais oui, on a souvent des fonds type Meridiam, tu vois, Transition Evergreen, etc., qui sont quand même des fonds qui sont bien implantés sur la place en termes de transition énergétique avec lesquels on travaille et on a, oui, bien sûr, on co-investit avec eux sur des projets. Ma théorie, moi, c'est que la prochaine étape du financement participatif, il sera potentiellement encore plus communautaire. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai enregistré récemment avec un type qui s'appelle Ian Rogers, qui est un entrepreneur américain. Que j'ai pas sorti encore cet épisode au moment où on se parle. Il me dit en gros le network is the new nation, quoi. En fait, on va vers la fin des nations et en fait, on est plus dans des réseaux. Et je me dis que tu vois, alors je le vois sur ma communauté qui grandit, avec qui on essaye de faire des choses, mais c'est pas simple. J'ai des potentiels deals qui viennent vers moi parce qu'il y a un intérêt pour le deal et pour la boîte, peut-être de bosser avec moi et pas avec un autre, et pas avec WeSeed, et pas avec Anaxago, et pas avec un autre... parce que c'est un secteur que je connais, parce que ma communauté est très appétante, parce que je sais pas. Donc souvent ils viennent me voir, puis je vais potentiellement faire un investissement si le deal me plaît. Et de l'autre côté, j'ai des tas de personnes qui me disent mais vas-y Mathieu, fais croquer, tu vois. Et je pense qu'il y a une place, j'en ai parlé avec pas mal de monde, mais pour un peu l'économie des créateurs, ces nouvelles communautés, pour faire ça. Sauf que moi, en fait, déjà les agréments que vous avez, je vous entendais en parler tout à l'heure, mais j'ai vraiment pas envie d'aller m'emmerder là-dedans. Et puis même l'analyse. Ouais, mais il faut réussir à le faire ensemble. Tu vois ce que je veux dire, c'est comment je monte ces choses-là. Je te monte un club deal quand tu veux. Comment tu montes, qui analyse, parce que moi j'ai pas le temps d'analyser, donc et aussi tu vois vos due deal, votre expertise là-dedans, elle est importante en fait, quoi, parce que moi le truc le plus important pour moi, c'est d'être transparent. Il y a des risques là-dedans, je vais le dire tout le temps, et je sais que tu le fais très bien. Ouais. Je l'ai bien vu, j'ai vu aussi, et j'apprécie, je crois que la plupart des gens sur la martingale qui viennent le disent, et notamment les plus aguerris dans les clubs deal. Voilà, moi mon traumatisme, ce serait d'avoir un sentiment de personnes autour de moi qui me disent mais mec, tu nous as arnaqué, ou en fait t'as dit qu'il y avait pas de risque. Non, c'est pas vrai en fait. J'ai toujours expliqué, il y a toujours des risques partout, tu l'as bien dit là. La base, c'est d'investir dans plein de projets. Mais d'où l'intérêt d'aller chercher des tiers de confiance. Et en fait, nous sommes des tiers de confiance par nos agréments, comme tu disais, qui sont non seulement complexes, mais qui nous sont aussi très onéreux, mais qui nous ont obligés à aller très rapidement vers des process hyper robustes. On a des ratios prudentiels. WeSeed ne coulera pas demain. Tu vois, enfin, on a aussi l'obligation de vérifier l'intégralité des risques sur les sociétés, de faire preuve de transparence. Notre communication, on est très vigilant sur ce qu'on communique, ce qu'on a le droit de dire, pas le droit de dire, etc. Donc, d'où l'intérêt de s'appuyer sur des tiers de confiance comme WeSeed. C'est pour ça qu'il faut que je fasse cet épisode avec l'AMF, parce que oui. Regardez cette crypto, elle a fait 48% en 4 jours. Ils essayent de se moderniser. Non, je me moque pas de l'AMF, là je me moque des gens où je dis à tout le monde, voyez ces petites lanternes rouges un peu partout quand on vous dit des choses qui ont l'air trop belles, quoi. Ouais,
Ok, écoute, merci pour tout ça. Est-ce que de ton côté, tu as une martingale à toi, un petit péché mignon d'investissement, un truc qui te plaît plus que le reste? Alors moi, j'ai ma première des martingales, c'est mon travail. D'accord. C'est-à-dire que j'ai toujours considéré que c'était dans le dictionnaire que la réussite arrivait avant le travail. Et donc, j'ai toujours considéré que mon niveau de vie, aujourd'hui, serait forcément dépendant de mon travail. Donc, j'ai toujours beaucoup travaillé, comme beaucoup, je pense, des invités que tu reçois, qui, je pense, n'ont jamais ménagé leur peine. Donc, voilà, ça, c'est ma première martingale. La deuxième étant, j'ai investi dans WeSeed. Et ça, je pense que c'est important en termes d'alignement d'intérêt aujourd'hui. Développer WeSeed aujourd'hui, c'est aussi investir dedans et c'est croire dans ses projets, croire dans son avenir. Et donc, j'y investis aussi personnellement, au-delà de tous les effets de levier qu'on peut avoir. Et puis, ma troisième martingale, parce que j'ai eu la chance d'avoir des enfants très jeunes, c'était d'investir dans mes enfants. Et donc, aujourd'hui, de faire en sorte qu'ils aient un avenir... le mieux possible. Alors c'est très féminin de dire des choses comme ça. Ça rapporte pas beaucoup. Ça rapporte pas beaucoup. Non, mais par contre, si ça peut m'en coûter pas beaucoup aussi dans quelques années, ce sera très bien comme ça. Et après, non, je fais de l'investissement locatif, des chambres d'étudiants. J'ai la chance d'habiter en province, donc j'ai bien écouté ce que disait Quentin Romet sur le prix de l'immobilier en province. Donc moi, j'ai pu devenir propriétaire assez rapidement. Et donc j'ai des chambres d'étudiants, je fais de l'investissement locatif. Et puis j'observe avec beaucoup de curiosité cette jeune génération. Moi, j'ai la chance d'avoir des ados qui investissent dans des sneakers, dans des Lego, dans des Playmobil. Il n'y en a pas beaucoup qui disent j'ai la chance d'avoir des ados, quand même. Mais c'est... Ouais, alors ce matin, je le dis, mais en effet, il y a des jours où je ne le dis pas. Qui investissent dans tout ça et qui m'apprennent, en fait. Je les regarde, ces nouvelles générations, elles sont fascinantes. Ouais. Et tu les reçois d'ailleurs, parce que j'entendais l'épisode sur les Lego, c'est incroyable. Ouais, mais les Lego, les sneakers, j'ai pas trouvé les bonnes personnes encore. On les cherche dans les investissements dans les métavers, savoir aussi ce qui va se passer là-dessus. On a fait un peu de NFT, de crypto, etc. C'est quand même vraiment passionnant. Et je te rejoins là-dessus. Alors, je te rejoins moins sur si je puis me permettre, sur le travail. C'est-à-dire que, alors évidemment, moi, j'investis beaucoup dans mon travail. C'est là où je passe le plus de temps. Mais c'est là où on a le moins de levier. Tu vois ce que je veux dire? C'est que normalement, tu peux faire 8 heures de travail en plus si tu n'es que investisseur et qu'à la fin, tu touches que ton salaire, pas investisseur, mais justement que salarié ou que voilà, tu toucheras que ton salaire, quoi. Donc, il faut faire attention. Le travail est pas... Oui, mais l'évolution de ton salaire dépend aussi de ton travail, de ton investissement. Ton salaire, il fera jamais... ou rarement x10 ou x100. Alors que un investissement ailleurs dans une bonne martingale, il peut avoir un vrai effet de levier. Et donc, je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus parce qu'il y a des gens qui arrivent, tu vois, et que j'ai reçu aussi d'ailleurs, à finalement peu travailler ou moins travailler que les autres et à s'enrichir beaucoup plus. Enfin, il y a rien de tel que le, pardon, je cherche le terme, mais que l'argent qui ramène en dormant, quoi. Enfin, tu vois. Qui ramène rien. Justement, qui dort. Ouais, non. Il y a rien de mieux que ce qui te rapporte de l'argent quand tu dors. Ce que je veux dire, c'est, l'investissement passif. Merci. Je me cherchais. C'est ce que je prône chez WeSeed, c'est ce que je fais tous les jours. Tout à fait. On te suit où sur Twitter, LinkedIn, Insta, LinkedIn, TikTok? Non pas Insta, non pas TikTok non plus. Voilà, déjà c'est bien. La prochaine fois que je te verrai, tu seras sur TikTok. Je te garantis. Ok, ça marche. Tes équipes t'auront mis sur TikTok avec ton podcast. Mathilde Iclanzan, ça vient d'où Iclanzan alors, du coup? Alors, ça vient très à l'est. C'est mon mari qui est d'origine roumaine. Voilà. D'accord, très bien. Ça aurait pu être du sud-ouest aussi. On dit souvent basque. Même, ouais, c'est ça, basque. C'est pour ça, ouais. Ok, écoute, merci pour... Et on a un code. Oui, merci. Je t'ai demandé un code. Oui, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce code? Alors, le code, c'est la martingale. Ouais. Donc, il faut le saisir au moment où on s'inscrit. Et WeSeed vous reversera 100 € pour 1 000 € investis. La vache, c'est pas mal, là, dis donc. Ouais. Je précise que je prends rien là-dessus, mais du coup, je me dis, attends, ils sont tellement généreux, j'aurais dû leur demander 20 balles, mais je l'aurais précisé à chaque fois, mais dis donc. Mais pas juste, il n'y a pas de limite. Si je mets 1 million, tu me remets... Non, dès que tu atteins 1 000 € investis, je te mets 1 000 € sur ton wallet. 100 €, pardon, attention, parce que 100 sinon, 100 €. Je suis en train de négocier, là, bientôt, quand tu mets 1 000 €, elle va nous mettre 2 000 €. Non. D'accord. 1 000 €, super. 100 €, voilà. Très bien. Ce allez. qui est le ticket minimum d'investissement chez WeSeed. 1 000 €? Non, 100 €. 100 €, ok, très bien. Écoute, super. On se rue sur WeSeed. En tout cas, je suis content d'avoir compris un peu mieux
la maturité de ce marché. Je suis toujours content de faire ces épisodes parce que vraiment, je vois que c'est quand même pas mal le futur pour les gens qui veulent quand même s'impliquer, quoi, parce qu'il faut quand même. Mais moi, j'aime bien ça aussi, c'est m'impliquer. Ce que je te disais, le communautaire, en fait, c'est que tu rentres dans des choses où tu essayes de comprendre, quoi. Et puis c'est des aventures entrepreneuriales extraordinaires. Que passif, ouais. Ok, écoute, Mathilde, merci 1000 fois. Merci à toi. Toutes ces explications et cette transparence. À bientôt à tous sur La Martingale. On se reparle plus tard. On se reparle la semaine prochaine, quoi. Salut. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io. Si vous trouvez 5 petites minutes, je vous invite à mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. Ce podcast est produit par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale. J'aime beaucoup Cosa Vostra, si vous le savez bien. Et donc, on vous aide à gagner en visibilité, en singularité, en efficacité. Contactez-nous, on va faire de votre strat digital un truc incroyable. Je remercie toutes les équipes pour la production et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.